Bonjour à tous, on est content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse pour notre 6e CQFR, celui du samedi, celui où on répond à toutes vos questions. Il y a Théo et Shai à mes côtés. Alors, depuis quelques semaines, je crois, on a changé un peu le fonctionnement. C'est maintenant Shai qui nous pose les questions. Shai qui a C'est ça. décidé de reprendre de force ce rôle. Théo lui a dit, écoute, mets-toi sur le côté. Je vais passer. Et en plus, je vais y répondre. C'était pour casser un peu l'étiquette de tyran qui commençait à coller à la peau de Théo. Je me suis dit, je vais m'imposer. Ça, les gens verront aussi que les autres ont de la personnalité. Voilà. Shai, il prend direct le rôle du futur assistant de JJ Redick quand ils ont mis toi sur le côté. Regarde comment on fait. Mais donc, Shai, tu as sélectionné les questions et tu vas nous poser ça, tout simplement. Absolument. Et tu vas aussi y répondre. Encore une fois, on n'a pas pu poser toutes les questions parce que là, on n'avait pas fait de CQFR bonus la semaine dernière. Finale oblige. Et il y avait une tonne de questions dans les mails. Donc, merci beaucoup et désolé pour ceux dont on ne va pas prendre les questions. Il y en a pas mal qui étaient aussi liées au final. Notamment même avant le dernier match, donc celle-là, je ne les ai pas sélectionnées. Mais il y a quand même beaucoup de questions sur des sujets divers et variés. On va commencer par quelque chose qui est un peu lié au final. Il y a 2 questions sur Luka Doncic qui ont été posées par Christophe et Erwan. Je vais vous lire les deux parce qu'elles sont un peu liées et comme ça après on pourra en discuter. On commence par Christophe qui nous dit « Bonjour l'équipe et merci encore pour le super suivi des finales NBA. Je vous ai entendu comme d'autres dire que Luka était peut-être le meilleur joueur du monde avec Nikola Jokic actuellement. Au lendemain des finales, je dois dire que je ne suis pas vraiment d'accord et je le placerai en dessous au moins sur 3 points. Je n'ai pas l'impression qu'il rende les autres meilleurs, contrairement à Jokic. Offensivement, il n'implique pas beaucoup les autres dans le jeu et garde parfois la balle 20 secondes. On dirait parfois plus un jeu à la Harden en plus fort. Défensivement, je suis désolé, mais c'est la cata. Il ne fait pas les efforts minimaux requis dans un match de haut niveau. J'aimerais bien savoir le nombre de points qu'il coûte à son équipe. Sans être un défenseur élite, Jokic fait maintenant les efforts qu'il faut dans les placements, les box-out, etc. Et enfin, dans le leadership et l'attitude, il dégage une énergie négative dès qu'il est mis en difficulté, ce qui se répercute sur le body language de toute son équipe. Pour moi, s'il veut vraiment gagner un jour en étant franchise player, il a un cap supplémentaire à franchir sur ces 3 points. Donc ça, on peut en discuter. Et j'enchaîne très rapidement avec Erwan qui nous demande... qui nous dit Doncic est tout en haut des classements des meilleurs joueurs mondiaux grâce à son niveau actuel, mais en anticipant qu'il a tout juste 25 ans, il est censé ne pas avoir encore atteint son potentiel maximum. En le voyant revenir saison après saison avec plus de graisse et terminer ses playoffs sur les rotules, je me demande si son prime n'est pas déjà dans le rétroviseur. Il nous demande ce qu'on en pense. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qu'on pense de Luka Doncic, de son niveau supposé et d'éventuellement son avenir, je pense. Tu veux commencer, Théo ? Ouais, vas-y, je vais me lancer. Je vais partir par la fin, en fait. Moi, j'ai trouvé qu'il était arrivé affûté en début de saison cette année. J'ai trouvé en meilleures conditions physiques et heureusement, vu la longueur de la saison de Dallas. Pour ce qui est de son niveau, je reste sur ce qu'on avait dit. Hein. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, tout simplement. Alors, peut-être un poil derrière Jokic, je veux bien l'entendre complètement. Notamment parce qu'il y a pas mal de points sur lesquels il peut progresser. Par contre, je pense que... Après, on pourra détailler peut-être quels sont ses points. Mais par contre, quand on voit son impact sur l'équipe... cette équipe de Dallas, honnêtement, si tu retires Doncic, je veux dire, c'est même pas most valuable player. Je veux dire, je sais même pas quel est le terme que tu peux utiliser pour l'importance de ce joueur-là. Sans lui, Dallas, c'est quoi? C'est loterie. Voilà, il joue pour le first pick de la saison prochaine. Moi, je trouve qu'il rend les autres. Alors, je sais pas si je dirais peut-être pas pour l'instant qu'il rend les autres meilleurs. Par contre, il rend meilleur leur rendement. C'est-à-dire qu'il simplifie la vie de beaucoup de joueurs. Effectivement, il porte pas mal la balle. J'ai trouvé que moi, l'équilibre avec Kyrie était meilleur cette année, que dans le beau parcours de Dallas en play-off, la balle circulait plus. Je pense que ça, c'est vraiment un axe de progression pour lui comme pour l'équipe. Après, sur le tempérament, et sur l'attitude, on en a parlé à plusieurs reprises. Je pense effectivement que c'est un vrai cap, c'est un vrai... quelque chose sur qui doit regarder, notamment quand il se laisse tomber au sol dans les matchs de finale, quand il râle trop sur les arbitres, quand il prend sa 6e faute. Ça, c'est des vrais axes de développement et de progression pour lui. Je pense aussi qu'il est à l'âge où c'est ce genre de choses que tu commences à intégrer. Il a 25 ans, il a été très loin en play-off, finale NBA même, il a gagné au plus haut niveau hors NBA. Maintenant, je pense que voilà, je sais pas s'il y a un énorme... Je pense qu'il est dans son prime, effectivement. Je pense qu'il a une marge de progression, mais qui est à la marge, mais que c'est la marge maintenant qui va faire la différence. Et cet espace-là, ces choses-là, je veux dire, c'est essentiel. C'est vraiment quelque chose qui peut lui le faire progresser son équipe. Mais non, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde.
je sais plus le nom de la personne qui a posé la question, mais il parlait des progrès défensifs de Jokic. Jokic, qui est, moi je trouve maintenant un très bon défenseur, même un excellent défenseur dans le schéma de Denver, mais il n'était pas à ce niveau-là à l'âge de Doncic. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait vraiment des efforts pendant ses playoffs. En finale, je continue de penser que c'était effectivement pas suffisant, mais qu'il était aussi complètement rincé. Ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas pu faire un peu plus d'efforts, mais je pense qu'il ne pouvait plus. Mais voilà, je pense que là-dessus aussi, c'est des éléments sur lesquels il peut et je pense qu'il va progresser parce qu'il a montré par séquence qu'il était capable de le faire. Ouais, moi, sur les 3 points qui ont été avancés dans la première question, je dirais que le point que je trouve vraiment légitime, c'est le leadership. Effectivement, il y a une différence de leadership entre Jokic et Doncic, euh, ou d'attitude. Et après, je ne sais pas à quel point l'attitude de Doncic ça a une mauvaise influence sur ses coéquipiers. Ça, je ne sais pas trop. Je ne suis pas assez bien placé pour le savoir. Et j'ai pas, quand je regarde, je n'ai pas l'impression non plus que les mecs. J'ai l'impression qu'ils ont appris à composer avec lui au final. Alors, ça pourrait être mieux, ça c'est clair et net, mais c'est plus là-dessus. Sur la défense, moi, comme Théo, j'ai trouvé qu'il avait fait des efforts. Après, oui, il est très ciblé encore. Il est déjà il a une position différente par rapport à Jokic, donc ça se voit, enfin, je sais pas comment dire. C'est T'es un extérieur, donc tu es tout de suite exposé, les extérieurs dans la balle. Bien sûr qu'un pivot, il peut être exposé quand on demande le switch sur toi, mais je trouve que c'est un peu différent. Donc forcément, Doncic, il faut que tu aies des bons stoppers autour. Bon, c'est le cas aussi pour Jokic, mais il faut que tu aies vraiment des bons stoppers autour sur les lignes extérieures. Jokic, tu vois, tu peux te dire, bah, on fait un schéma où on s'arrange pour qu'il reste le plus souvent dans la raquette, quoi, tu vois. Et c'est les autres autour qui vont devoir bosser beaucoup plus. Là, tu peux difficilement le faire avec Doncic, même s'il est grand et costaud. Tu peux pas non plus constamment aller le mettre sur un grand, quoi. Donc il y a un peu ce problème-là, mais il a fait des efforts et j'espère qu'il continuera à en faire. Et pour le côté parent de les autres meilleurs, j'ai l'impression que pour moi, c'est le même débat qu'avec les LeBron James. En fait, si tu trouves que les LeBron James y rend les autres joueurs meilleurs, dans ce cas-là, pourquoi tu es obligé de trouver que Doncic rend les autres meilleurs? LeBron aussi, il gardait beaucoup le ballon. Sur toutes ses premières saisons, il avait beaucoup la balle et il faisait la passe un peu la dernière passe, quoi. Et ben Doncic, c'est le même type de joueur. Sur ça, de toute façon, Doncic pour moi, c'est un espèce d'hybride. Si on simplifie, hein, c'est évidemment un schéma simplifié, mais c'est un hybride entre Harden et LeBron avec une pointe de Milos Teodosic, si vous voulez, tu vois. Mais ça, c'est un peu comme ça que je vois Luka Doncic. Il y a un mix de ces mecs-là. Après, voilà, encore une fois, je dis c'est simplifié, c'est plus nuancé que ça. Et du coup, LeBron, bah, j'ai rarement entendu est-ce qu'il rend les autres meilleurs. J'ai souvent entendu il n'est pas assez entouré. Et bah, pour Luka, je pense quand même qu'un mec comme PG Washington, il n'aurait pas le même rendement s'il ne jouait pas avec Luka Doncic. Encore plus pour Derek Lively et Daniel Gafford, tu vois. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit des joueurs qui aient le même impact en jouant avec un autre mec que Luka Doncic. Donc bon, je pense quand même qu'il rend un peu les autres meilleurs et je pense qu'il est entré dans son prime. Je dirais pas que son prime est derrière lui, je pense pas. Je pense qu'il est entré dans son prime et qu'il y a effectivement encore un cap. Après, dans quelle mesure, je dirais que par exemple, même tu vois, il peut y avoir des progrès encore un peu au tir. J'y crois encore un peu. Je sais que ça fait tard, 25 ans pour progresser vraiment au tir, mais j'ai quand même l'espoir qu'il y ait un moment où Luka Doncic, ça soit régulièrement un shooter à 3 points à 35-36% et pas à 33%, quoi. Après, c'est un bon shooter, en fait. C'est-à-dire que son pourcentage, je pense, est aussi tributaire du nombre de tirs qu'il prend, de la difficulté des tirs. Mais si tu regardes, par exemple, sur la gestuelle, il n'y a pas un problème, tu vois, où tu te dis, il faut vraiment qu'il corrige beaucoup de choses, quoi, sur le tir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah alors, mais si tu veux, arriver au stade où, comme certains, comme Lillard, tu vois, ont commencé à rentrer des tirs tellement difficiles qu'à un moment, tu te dis, OK, bah, c'est leur pourcentage, même en tant que. Je pense qu'encore, Luka, il y a une petite marge là-dessus. Il y a de la marge sur des détails. En fait, il y a tout tout un paquet d'aspects du jeu sur lesquels il peut progresser, que ça aille de la compréhension de bah, faut pousser, le rythme, tout un paquet de petites choses sur lesquelles il peut progresser qui feront qu'il y a une meilleure version de Luka, je pense, qui existe encore dans le futur. Moi, j'ajouterais qu'au niveau du leadership dont on a parlé là, c'est la saison où je l'ai vu le plus encenser des coéquipiers dans les médias ou afficher des connexions vraies avec ses partenaires. Je dis pas qu'avant c'était un loup solitaire qui était un génie dans son coin, mais là je l'ai quand même, que ce soit de PJ Washington, Gafford, Kyrie évidemment, j'ai l'impression qu'il a
cette fois-ci, il s'est senti bien entouré, ou en tout cas, il avait confiance dans ces mecs-là. Et ça fait aussi partie du leadership, réussir à transmettre la confiance que tu peux avoir dans les autres. Et là-dessus, alors oui, il y a la marge de progression aussi. Il l'a dit lui-même, il a dit je ne dois pas faire ce que j'ai fait là sur les finales, perdre le contrôle de mes émotions et tout ça. Pour moi, c'est vraiment là la marge de progression. Et une fois que ça, il l'aura, il a montré que ponctuellement, il pouvait défendre ne serait-ce qu'à un niveau correct ou décent. Et le reste va suivre. Moi, je pense qu'il fait partie, oui, il fait partie des 2-3 meilleurs joueurs du monde et que ça ne va pas changer. Il y a beaucoup de chez lui. Juste sur le leadership, si je peux rajouter un truc, il y a aussi il y a plein de manières en fait d'être leader. Et moi, j'adore le leadership de Nikola Jokic. Voilà, c'est moi en tant que personne, je pense que c'est ce qui m'aurait le mieux convenu quelque part. Mais est-ce qu'on peut dire, est-ce que Kobe était un bon leader? Est-ce que Jordan était un bon leader? Est-ce qu'Oscar Robertson était un bon leader? C'est une vraie question en fait. Est-ce que Chris Paul est un bon leader? Cette question du leadership, elle est assez subjective au bout du compte. Il y a différentes manières d'être un leader. Effectivement, il y a parfois des modes de fonctionnement qui peuvent aller avec plus de gens, mais tu vois, au bout du compte, le leadership, c'est une question qui est un peu complexe, je trouve, qui est diffuse. Donc je comprends. Par contre, moi, effectivement, je trouve ça relou. Ça m'aurait saoulé de jouer avec un mec qui baisse les yeux ou qui te fusille du regard quand tu regardes un truc, quand tu rates quelque chose. Finalement, avec ses partenaires, même limite sur le terrain. C'est vraiment avec les arbitres en fait que je trouve que c'est vraiment problématique, parce qu'au bout du compte, effectivement, je te rejoins complètement, Antoine. Jamais Dereck Lively n'aurait pu réaliser une telle saison rookie s'il avait été avec un autre joueur que Luka Doncic. C'est impossible. Je vois pas, même, tu peux le mettre dans n'importe laquelle des 29 autres équipes que les Mavs. Je vois pas un scénario meilleur pour lui que d'avoir été avec Luka. Donc ouais, il y a beaucoup de subjectivité, mais c'est intéressant de voir aussi comment Luka a longtemps été un petit peu l'espèce de joueur qui fascinait, qui faisait kiffer tous les fans, notamment européens. Et puis maintenant, c'est devenu un personnage et un joueur bien plus clivant qu'à ses débuts. Ouais. Je vous propose d'enchaîner avec un petit jeu proposé par Tom. C'est très rapide, un start bench cut en forme de 5 majeurs. Ça va être dur, ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup justifier, hein. Ça peut être juste les affinités que vous avez pour chacun. À chaque fois, il y a donc 3 joueurs par poste que Tom nous propose, et il faut start, bench ou cut. Alors c'est des choix, c'est ses propres choix, hein, donc c'est pas forcément ceux qu'on aurait fait nous. Je commence par le poste de meneur, où il vous propose un start, bench, cut entre Rajon Rondo, Jason Williams et Stephen Marbury. Qui veut se lancer? Lequel? Le Jason Williams des Bulls? C'est ce que j'allais dire. Ah non, Jason Williams, White Chocolate, ouais. Celui des Kings ou celui des Grizzlies, parce que... Et Marbury, ouais. Celui de Chine ou celui des Knicks? Vas-y, moi je le fais, je me lance, je le fais au niveau du kiff. C'est pas sur les résultats, bien, je m'en fous des résultats. Je mets Jason Williams en premier, Rajon Rondo en deuxième et je cut Stephen Marbury. Bah, moi, je vais le faire aussi au niveau du kiff. J'ai quasiment comme toi, Jason Williams, mais King seulement en premier. Deuxième, Stephen Marbury. Je suis désolé, j'ai aimé le Stephen Marbury des Nets. J'ai kiffé Stephen Marbury des New Jersey Nets. J'ai pas honte de le dire. Et en 4, je 4 Rajon Rondo. Jamais aimé Rajon Rondo. Très bien. Pas besoin de plus de justification. Et toi, moi, Jason Williams en 1, Rajon Rondo en 2. Enfin, je start Jason Williams, je bench Rajon Rondo, pardon, et je cut Stephen Marbury. J'ai été trop impacté par le Marbury sous Vaseline en Chine, je peux pas. Le Stephen Marbury des Knicks, je le cut tous les jours. Hein. C'est vraiment celui des Nets. Celui des New Jersey Nets, moi, je le kiffe. Ouais, il était fort. Ouais, après, il était fort. Même au Suns, j'aimais bien. C'est au Suns que j'ai plutôt bien aimé avec Stoudemire. Poste arrière, poste 2, entre Clyde Drexler, Reggie Miller et Ray Allen. Toujours au niveau du kiff. Allez, moi je prends. Faites au niveau du kiff. Je starte le Ray Allen des Bucks et des Seattle. Ouais. Je fais sortir. Attends, tu m'as dit Reggie Miller et qui? Et Clyde Drexler. Clyde Drexler en 2, Reggie Miller en 3. Donc je cut Reggie Miller et je fais sortir Clyde Drexler du banc pour mettre 25 points en 12 minutes. Je vais avoir la même chose. Par contre, je précise, c'est aussi le Ray Allen, soit Bucks, soit Sonics, comme toi, pas après, même pas celui des Celtics. Et Clyde Drexler, évidemment, que celui des Blazers. D'accord. Je réfléchis. Je pense que je start.
Ah, parce qu'après, vous avez classé Reggie Miller le consultant, peut-être que vous aimez pas tous les deux. Après, pour que tu réfléchisses, je rajoute Non, jamais que été fan des. je rajoute que Clyde Drexler est un joueur honteusement et injustement sous-estimé Bah oui. et sous-coté maintenant. On a oublié à quel point il était extraordinaire. Donc si ça avait été sur le niveau, je pense qu'il était au-dessus des autres. Après, sur l'acting, le Ray Allen de He Got Game, je le start. Non, allez. Jesus Shuttlesworth dans le Ouais, sens. Jesus Shuttlesworth. Après, en termes de niveau, je pense que je start Drexler, je bench Reggie Miller et je cut Ray Allen. Le Ray Allen qui a des cheveux et un dégradé La fade. avec le maillot exactement, avec le maillot Ouais. des Bucks, ça c'est du grand kiff. Qui mettait des dunks. Qui mettait des dunks Exactement. dans le Ah ouais, trafic. ouais, bien Gros sûr. driver, gros star. Puis franchement, le trio Sam Cassell, Glenn Robinson. Ouais. avec Tim Poste Thomas. 3. Bref. Poste 3, start bench cut, Tony Kukoc, Paul George, Sean Marion. Allez, moi je starte mon gars Tony Kukoc. Claire. Juste parce que mon coach, quand j'étais en cadet, il nous saoulait parce que quand on montait dans sa voiture pour aller au match, il nous disait vous devriez être fiers, vous montez dans une voiture dans laquelle Tony Kukoc s'est assis, parce qu'une fois il l'avait ramené de l'entraînement en Serbie, bref, en Croatie, pardon. Donc Tony Kukoc dans le 5, en sortie de banc, je mets. Attends, tu m'as dit qui déjà? Paul George et Sean Marion. Ouais, Paul George qui sort du banc et Sean Marion que j'envoie au Shanghai Sharks. C'est Kukoc des Bulls. Oui, Mais on même de essaie de. Milwaukee, même si de Milwaukee. Tu prends la version que Sweet tu veux. Split, prends Sweet Non, Split. parce que la version fine de Kukoc, c'est le genre de joueur que j'aurais grave kiffé, tu vois. Le mec de Split, mais j'ai jamais vu de. Enfin, tu vois, j'ai regardé que des vidéos, quoi. Mais moi, vous allez me renier. Moi, je vais cut Tony Kukoc, du coup, parce que ça me parle pas assez, le Tony Kukoc des Bulls, qui est trop gros, à mon sens. C'est de la grossophobie, appelez ça comme vous voulez. J'ai rien à faire en tant que mec tout maigre. Je préfère le Kukoc fin. Et après, sur le start, je vais quand même start Paul George. Je vais start Paul George et je vais mettre sur le bench Sean Marion. Moi, je start Kukoc tous les jours en hommage à NBA Live 95. C'était l'un de mes joueurs. Et je pense que je bench Sean Marion parce que son shoot est celui qui ressemble le plus au mien, je pense. Je vais le prendre en deux. Non, mais c'était un joueur voilà, fort défenseur. J'aimais bien ce mec quand même. Et peut-être Paul George, et je cut Paul George, même si c'est un des joueurs les plus esthétiquement beaux à avoir joué, je pense, et que c'est un mec cool d'ailleurs. Mais Kukoc, je start Kukoc, je bench Sean Marion et je cut Paul George. Poste 4 maintenant, entre Paolo Banchero, Zion Williamson et Jaren Jackson Jr. On est sur une autre génération là. Moi, je te dis déjà, c'est déjà le kiff cut. Hein. Dans l'ordre que tu as donné. Moi, je prends dans l'ordre que tu m'as donné. Là. C'est-à-dire, tu start Banchero, tu bench Zion et tu cut Triple J. Okay. Absolument. Zion, parce que je sais que je l'aurais qu'un match sur 7, donc je préfère l'avoir sur le banc. Moi, je cut Jaren Jackson Jr., même s'il y avait que 2, même s'il y avait 5. Vas-y, on part à 4, on s'en fout. Mais qui je start entre les deux, c'est dur. Putain, 2 mecs de Duke. Moi, j'aimais beaucoup Zion, moi, quand même. Mais j'aime beaucoup Banchero. Allez, Banchero, il porte le 5 et moi aussi, je porte le 5. Voilà, pour juste cette raison-là, je start Banchero et je cut Zion, et je bench Zion. Je cut Jaren Jackson Jr. Je le répète encore. Double cut pour Jaren Jackson Jr. Non, moi, je start Zion, en tout cas la version un peu fantasmée de Zion et ce qu'il a montré par instant. Je bench Paolo Banchero et je cut aussi Jaren Jackson Jr. Sache que les fans du Orlando Magic s'en souviendront, Shai. Je sais, j'espère que Fred Zong n'écoute pas et il ne voudra plus faire de podcast avec nous s'il entend ça. Mais par contre, c'est vrai que Zion, si on était juste sur le potentiel, Zion, c'est quand même le plus gros potentiel des 3. Quoi. Absolument. Des 2. C'est ça. Antoine, c'est le coach qui dit bon, on va devoir faire forfait pour le match, les gars, on n'est pas assez. Il y a Jaren Jackson qui dit non, mais je suis là, moi. Ouais, désolé, gars, on est obligé de faire forfait. On finit par le poste 5. On nous propose Rudy Gobert, Dikembe Mutombo et Rachid Wallace, alors en stretch 5 alors. Moi, je prends Rachid Wallace. Rachid Wallace et je prends Gobert quand même. Je prends Gobert. J'ai jamais été fan du jeu de Dikembe Mutombo. Je sais que le bon Mutombo m'a jamais fait vibrer. Donc ouais, Rachid Wallace, Rudy Gobert sur le banc et
Et ciao Dikembe. Ouais, moi pareil. Rachid, titulaire, everyday. Et je vais aussi choisir Gobert plutôt que Mutombo. Pas été un grand fan non plus de Mutombo, même s'il a l'air très sympa. Alors que moi, je vais prendre le contre-pied total, parce que c'est un de mes joueurs préférés, Dikembe Mutombo. Donc, Dikembe, je le start, je bench Rudy, et je cut Rachid Wallace, dont je reconnais le talent et la personnalité marquante, mais je n'ai jamais trop aimé le joueur et le personnage, donc je le mets en... Je le cut, voilà. Je cut Shid. S'il t'envoie un vocal, l'écoute pas avec tes enfants à côté, hein, parce que je pense que c'est clair. Ça sera pas propre. C'est clair. Voilà pour ce petit exercice proposé par Tom. On va repasser à des questions plus traditionnelles. Alors, question de Samous. Très cool hein, ce start bench. Ouais, c'est sympa, cool. c'est sympa à refaire. Ouais. Question de Samous. Salut la team, merci pour toutes vos émissions. Je n'en manque pas une sur le trajet du boulot. J'ai également 2 MOOC New York et Boston. Je dis ça juste en imaginant Antoine Pimel lever les yeux au ciel et dire quel bolos avec sa conférence Est. J'aurais 2 questions, donc qui n'ont rien à voir, mais on va les poser et y répondre une par une. Aura-t-on le plaisir et l'avantage d'avoir une saison 2 de Moop Deep à San Antonio? Est-il toujours à Basket Session? On va répondre tout de suite, oui, c'est juste que Ben est en vacances. A priori, il avait pour intention de retourner à San Antonio, donc on peut imaginer que ça va être comme ça, mais on le laissera lui-même nous le dire prochainement. Deuxième question, j'étais en vacances en Indonésie et je suis rentré dans un magasin et là je vois qu'un maillot de Tony Parker sert de paillasson quand des maillots de Victor Wembanyama trônent en bonne place. En Asie du Sud-Est, ce ne sont pas franchement des NBA stores. Du coup, j'aurais voulu avoir votre opinion. Alors là, du coup, il passe un peu du coq à l'âne sur le déficit de meneurs de haut niveau en équipe de France. Est-ce que c'est un problème de formation française qui privilégie les grands au niveau du profil? Ou un problème de profil du meneur moderne NBA qui doit lâcher très vite la balle à la star et n'a ensuite que peu d'occasions de s'illustrer balle en main? Merci pour vos réponses, ne changez rien. Bonne question, pas facile là sur le poste de meneur. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le gros du recrutement sur les pôles et sur l'INSEP, c'est quand même avant tout sur les qualités athlétiques, la taille, ce genre de facteurs. Alors, j'imagine que pour le poste de meneur spécifiquement, ils regardent d'autres choses, mais c'est intéressant quand même quand on voit, par exemple, dans les derniers meneurs qui ont été en équipe de France, il n'y en a pas beaucoup qui sortent de l'INSEP, hein, à part Antoine Dio. Hein. Même... je vais pas revenir enfin voilà, Nando De Colo, pas près à l'INSEP, même si c'est pas un meneur pur. Fabien Causeur, qui est au Real, voilà, pas passé par Thomas Hurtel aussi, filière. Ouais. Thomas Hurtel non plus, qui était au centre de formation de Pau. Ouais. Donc c'est une vraie bonne question qui se pose d'autant plus que maintenant on a on a un secteur intérieur qui est ultra dominateur ou dominant. Intéressant comme de voir la trajectoire de Nolan Traoré là, qui a fait très forte impression vraiment au dernier tournoi jeune de l'Euroleague. Next Generation. Et puis il y a sur les postes 2, 3, il y a quand même des joueurs qui sont vraiment intéressants qui sortent. On attend de voir la draft avec où va atterrir Zachary Rizaché par exemple. Mais c'est une vraie question sur le poste de meneur de jeu. Nous on se l'a posé aussi un petit peu en interne, surtout quand on regarde par exemple l'Espagne et le nombre de créateurs et de joueurs qui jouent à ce poste-là, qui sortent régulièrement, quoi. Chaque génération, tu as l'impression qu'il y a sur ces postes-là, ils sont très forts. Donc oui, je pense quand même malgré tout que dans la grille d'évaluation des jeunes, il y a un filtre français qui est avant tout tourné ou où vraiment met l'accent sur les qualités athlétiques, des profils qui font aussi qu'on a beaucoup de joueurs draftés, mais je me demande aussi dans quelle mesure ça peut pas nous pousser à passer à côté de joueurs peut-être moins explosifs, mais qui sentent le jeu avec du talent sur ces postes-là. Ouais, moi, comme toi, je pense qu'effectivement, enfin, voilà, je vais répéter ce que tu as dit, mais il y a un accent qui est mis sur certains profils, notamment des profils susceptibles d'être draftés. Ce qui est intéressant avec Nolan Traoré, c'est qu'il rentre à la fois dans cette case. Je veux dire, c'est un mec qui est athlétique, c'est un mec qui a une polyvalence défensive potentielle, et c'est aussi un mec qui peut jouer meneur de jeu. Après, pour ce qui est des meneurs français pour la NBA, c'est pas tant le profil, parce que le meneur NBA, il lâche pas forcément la balle à la star si c'est lui la star. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc, sauf qu'on n'a pas de meneur assez fort pour être star en NBA. Kylian Hayes est un joueur qui a un profil NBA. Je le pense encore honnêtement, il a des qualités athlétiques, il a une qualité de drive, il a de la taille, il a de la défense, il a du playmaking. Le seul problème, c'est qu'au final, il n'a pas été assez fort pour vraiment s'imposer. Et du coup, on se doute bien que ça ne sera pas une star. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Une équipe comme Detroit, elle draft 2 mecs sur son poste parce qu'on veut un mec fort balle en main.
Et derrière, bah, c'est plus dur pour un mec comme lui de s'imposer avec du Cade Cunningham, du Jaden Ivey, etc. Mais c'est pas tant le profil recherché par les meneurs NBA, c'est juste qu'on n'a pas un meneur assez fort dans ce profil. Et peut-être que Nolan Traoré, il sera ce mec-là, justement. On verra comment il évolue. Il a encore du temps. Hein. C'est pas pour mettre une pression sur sa tête, mais après, oui, par contre, je rejoins tout ce qu'a dit Théo. C'est aussi un peu dans notre formation, dans notre ADN de jeu. Ça fait penser un peu au foot, tu sais, toute la période où il était reproché à Clairefontaine notamment et à d'autres centres de formation de privilégier que des profils physiques et de ne pas laisser passer à travers les mailles du filet des joueurs plus petits. Après, c'est parti en question un peu nauséabonde sur la couleur de peau et tout ça, mais c'était débile puisque tu peux être un joueur d'origine africaine très grand, très technique ou très petit, très physique, ça n'a rien à voir. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont passés entre les mailles du filet, les Griezmann notamment, ou même N'Golo Kanté si tu prends du coup pour prendre deux types de joueurs différents. Et ça me fait penser un peu à ça. Je pense que c'est vraiment des consignes de base. On leur dit rechercher des joueurs un peu de ce profil-là, privilégier des joueurs de ce profil-là, et ça se retranscrit. Alors j'ai moins de billes sur la formation à la française que j'ai pas côtoyé moi-même, mais je pense ça vient forcément de tout en haut. Je pense pas que ce soit circonstanciel comme ça. Tiens, on est sur une génération où il n'y a pas trop de mecs comme ça, je pense. Ce que je trouve dommage moi, dans le basket français, c'est que même à des niveaux bien plus inférieurs, même à des niveaux amateurs de base, et même sur des jeunes, tu sens que c'est la même grille de lecture pour pas mal de clubs, quoi. Et c'est assez dingue de te dire qu'en U13 ou U15, dans un club amateur qui a même pas vocation forcément à mener vers le très très haut niveau, il y a déjà cette grille de lecture qui fait qu'on va donner plus facilement une chance à un mec qu'on voit débarquer parce qu'il est athlétique et grand et qu'on se dit peut-être on peut en faire quelque chose, qu'à un joueur où tu vois qu'il est passionné, qu'il a du ballon, qu'il a le sens du jeu, et peut-être qu'il est pas si grand que ça. Tu vois, c'est ça que je trouve assez dommageable quand même à des niveaux très amateurs. Ouais. Ok, on passe à la suivante. Une question qui nous vient de Suisse, une question de Gilles qui nous dit merci pour votre podcast. Je suis un fan de basket de la Dream Team 92. J'ai lâché le basket en arrêtant de jouer en 2000 et j'ai repris petit à petit grâce à vous. Vous donnez envie d'écouter tous les jours et même en plein mois d'août. Ça, je pense que c'est pour nous inciter à continuer pendant le mois d'août. C'est ça. J'ai reçu votre MOOC Défense, superbe ouvrage, une perle, illustration de fou, dessin magnifique. Merci pour ce moment de plaisir. J'avoue, à mes débuts sur le podcast, j'étais perdu au niveau du langage basket. Peut-être faut-il songer à faire un glossaire sur le site avec le ton humoristique que vous savez tenir. Ma question, si vous faites une équipe de 3 contre 3 avec des joueurs de NBA cette année, qui prendriez-vous ? Donc, il faudrait des joueurs qui soient adaptés aux caractéristiques. Tu prends 3 joueurs. Kyrie Irving, Kevin Durant. De joueurs américains, c'est ça ? De joueurs NBA. Donc, j'imagine qu'on peut. Ces joueurs NBA, c'est des joueurs qui ont évolué en NBA cette année. Lesquels seraient, selon vous, les plus adaptés, les plus forts pour un 3-3 ? Parce qu'on sait que c'est une discipline qui requiert d'autres qualités quand même que le 5-5, même si. Sinon, je prends les 3 meilleurs joueurs du monde. Hein. T'arrêtes pas. Giannis, Jokic et Luka Doncic. Hein. Ça va marcher sur n'importe quel basket. Hein. Ouais. Mais allez, si on veut rester un peu sur. Ouais, je réfléchis. Moi, je vais tenter un truc. Vas-y. Pardon. Je tente alors du coup. Je me dis, tu peux avoir Kyrie Irving sur n'importe quel basket qui se rapproche un peu du street. C'est marrant, mais je pense qu'il se ferait ouvrir défensivement. C'est le gros problème. Mais mon pari, c'est qu'il va mettre tous les points. Je pense que Giannis est trop fort dans n'importe quel basket en fait. Un basket où il y a plus d'espace là comme ça, tu lui donnes encore plus d'espace pour attaquer le terrain, il va tellement dominer athlétiquement. Je mettrais Giannis. Moi je pense que là vous parliez de Doncic, je pense par exemple Doncic ça peut pas le faire parce que il faut tellement être tout le temps en mouvement, en train de courir et des coupes super. Enfin j'ai l'impression qu'il faut quand même un minimum. Je dis pas qu'il a pas de cardio, Luka, attention, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même des joueurs très très cardio quoi. Jason Tatum serait fort, Anthony Edwards, c'est les scoreurs quoi. Je pense qu'il Moi, il me manque un troisième. Moi, je serais parti sur Stephen Curry et Nikola Jokic parce que je pense que c'est. Et je cherche un 3 en fait, un 3 défenseur mais avec beaucoup de tirs à 3 points. Parce qu'il y a quand même beaucoup de tirs à 3 points dans le 3-3. Victor, hein. Victor en 3-3, je pense que c'est une tuerie. Hein. Je pense qu'il est pas. Ouais. Non, t'as raison. Voir à quel point il est mobile. Je cherche un 3, moi. Ouais. Tu mets Paul George, Kevin Durant, mais Théo, t'embêtes pas, Kevin Durant. Ouais. C'est ton intérieur, ouais. Je pense il va scorer de ouf, Kevin. Il bouge pas assez. Franchement, je pense que. Parce que le 3-3, ça va à 200 à l'heure. T'as 14 secondes pour attaquer. Il faut ressortir vite, repartir. Je pense.
Bien sûr qu'il serait très fort, hein, Kevin Durant, mais je me demande s'il est pas un peu, s'il serait pas trop vieux là pour faire tous ces allers-retours incessants, rentrer, ressortir, c'est quand même hyper challengeant, quoi. Je pense qu'il y a une meilleure. Ou trop vieux. Non, Paul George, Paul George, c'est bien. J'ai l'impression qu'il cherche un plus jeune là. J'ai hésité à. Non, Banchero, il est pas assez à droite, tu vois. Un mec vraiment qui va mettre du jus parce que c'est vraiment gros rythme quand même. Mais c'est vrai que Stephen Curry, Victor et un troisième. Faudrait trouver je pense qu'il nous manque un troisième. Curry, ça court. Mais moi, je tenterais bien Victor quand même parce que je pense qu'il peut le faire. Et ouais, KD, c'est bien aussi. Non, mais il y a plutôt des joueurs que je vois pas. Tu vois, des joueurs qui aiment trop pioncer en défense. Tu vois, ça va trop vite. Faut se replacer tout de suite. Les remises en jeu, ça va trop vite. Donc, je pense qu'il faut quand même des mecs qui. Curry, c'est bien parce que c'est quand même un mec qui est tout le temps en mouvement. Moi, je prends Kyrie, Edward, Giannis et en plus, on va mal parler de votre team. C'est ça qui va me placer. C'est bien, ça me plaît ça. Ok, voilà, on a fait un panel un peu plus tôt que on a cité un peu les joueurs auxquels on pensait comme ça. Du coup, ça me permet d'embrayer. Moi, j'évoquais Victor Wembanyama rapidement. Il y a une question de Clément qui le concerne. Bonjour, déjà pour commencer, j'adore ce que vous faites. Continuez comme ça. En tant que Basketix gros fan de Wembanyama, je dis Wembanyama et pas le surnom que Clément a utilisé pour lui parce que je ne le valide pas. Wemby. Que pensez-vous? Comment jugez-vous l'arrivée de Wembanyama en NBA? Pouvait-il faire mieux? Et quels sont les objectifs pour les Spurs en 2025? Le play-in, des transferts importants, qu'en pensez-vous? Antoine, je te laisse commencer. Moi, ça a coupé. Il va falloir que tu me redises la question. Je te la redis sans problème. En gros, c'est une question sur Victor Wembanyama. Il nous demande qu'est-ce qu'on pense de son arrivée en NBA. Est-ce qu'il pouvait faire mieux que ça? Et quels sont les objectifs pour lui et les Spurs en 2025? Est-ce que ça vise le play-in? Est-ce qu'il doit y avoir des transferts chez les San Antonio Spurs? Est-ce qu'il pouvait faire mieux que ça individuellement? Non. Est-ce que les Spurs auraient pu faire mieux collectivement? J'imagine que oui, mais je pense que volontairement, il y a eu des moments où ils ont testé des choses. S'ils commencent la saison avec Tyus Jones dans le 5, j'imagine qu'ils gagnent un peu plus de matchs s'ils avaient commencé la saison. Après, voilà, je reviens sur Wembanyama individuellement. Je pense que c'était il y avait plusieurs scénarios. Bon, on est dans la catégorie du meilleur scénario, quoi. Il est tout de suite dominant des deux côtés du terrain. Je n'aurais pas forcément fait de gros transferts. On a déjà parlé beaucoup de tout ça sur les Spurs. Je n'aurais pas forcément fait de gros transferts. Après, voilà, s'ils ont l'occasion d'ajouter un ou des vétérans à ce groupe, tu vois, un peu comme des mecs qui ne vont pas leur coûter trop cher sur trop d'années. Des mecs où il y a vraiment une attitude, c'est même pas juste le jeu, mais aussi tu te dis ok, dans le vestiaire ça va être intéressant. J'ai pas un exemple de type en tête, mais tu sais, par exemple, un Sean Battier, tu sais que partout il passait, il allait avoir un impact sur la manière dont son équipe jouait et dont ses coéquipiers se comportaient. Donc voilà, si tu as cet équivalent là en NBA aujourd'hui, des mecs comme ça qui à la fois vont te faire progresser sur le terrain, mais aussi vont faire grandir tes jeunes en tant qu'homme. En fait, là, je parle vraiment en tant qu'homme, tu vois, genre un mec qui serait un mentor. Bah, bien sûr, il ne faut pas se priver, mais j'aurais gardé les deux pics. Hein. Même sauf s'il y a vraiment une belle offre, mais j'aurais vraiment gardé les deux pics, même dans cette draft. Ou alors, si vraiment il y a un truc, c'est que j'aurais essayé d'aller chercher Rizaché. Ouais. S'ils peuvent y arriver, je pense que Rizaché peut être un mec vraiment intéressant. C'est même pas parce qu'il est français pour l'ajouter avec Wembanyama, c'est que j'aime beaucoup le profil de Rizaché. Je pense qu'il y a un vrai truc. Je pense que ça sera pas une star, Rizaché. Enfin, c'est pas un mec au cours duquel tu pourras construire ta franchise. Mais il a. Ça me permet, pardon, je dérive un peu sur Rizaché. Je sais pas s'il y a une question sur Rizaché, mais j'ai envie de parler de Rizaché. J'ai l'impression que ce qui est le plus intéressant, c'est Rizaché. Finalement, c'est même pas son plafond, c'est son plancher en fait. Je me dis que Rizaché, quoi qu'il arrive dans le pire des scénarios, ça sera un titulaire intéressant dans une équipe qui joue le titre un jour parce qu'il sera un bon shooter à 3 points, un mec qui a une bonne polyvalence défensive et un mec qui va pouvoir marquer des points sans le ballon. Et tout le plan fond, c'est finalement qu'est-ce qu'il va réussir à faire quand il aura la balle en main. Ça, c'est ce qui va déterminer est-ce que Rizaché un jour sera un All-Star. Mais je pense que son plancher, si tu as déjà une superstar, tu te dis, mais ça va être quoi qu'il arrive, quels que soient les joueurs. Michael Porter Jr. avec de la défense, quoi. Les Michael Porter, ouais, au niveau de la taille, j'aime bien la comparaison, mais tu sais, dans le style de joueur, je veux dire, les Derrick White, évidemment, il n'est pas au même poste, mais tous ces mecs, en fait, où tu te dis, en fait, dans n'importe quelle équipe, lui, ça va servir, et ça va servir si t'as déjà une star. Et vu qu'ils ont déjà Wembanyama, peut-être un truc comme ça.
S'il y a un trade, voilà, pour trade up et monter jusqu'à prendre Reza Shea, mais bon, ça m'étonnerait. J'ai l'impression quand même que les 2 premiers choix, il y aura pas de trade. Mais ouais, pas de gros trade. Et du coup, les attentes pour les Spurs, je sais pas, gagner au moins 10-15 matchs, 10 matchs de plus, en fait. Tu passes déjà ne serait-ce que des 33-35 victoires. 35, imaginons 35, donc 13 de plus, 35 victoires. T'es pas dans le play-in parce que l'Ouest, c'est trop difficile. Mais tu es en position de te dire, OK, l'année 3, c'est l'année où, cette fois-ci, maintenant, vraiment, on passe un cap. On est passé de 22 à 35. Maintenant, on vise 35, 45, 47, va savoir. Wembanyama, dans son année. L'année 2, elle est un peu bâtarde, entre guillemets. Elle n'est pas simple à négocier pour les sophomores et tu n'es pas encore tout à fait prêt à vraiment passer un cap. On le voit même avec les jeunes joueurs récemment qui ont été très très forts. L'année 2, ce n'est pas forcément l'année où tout de suite tu es en train d'exploser. Par contre, l'année 3, souvent tous les joueurs disent il te faut 2 ans complets pour vraiment comprendre le jeu, intégrer la vitesse, etc., les systèmes, tout ça. Tu arrives dans l'année 3, c'est le moment où tu exploses. C'est souvent le moment où les mecs ils sont candidats soit au MVP, soit ils prennent même des MIP. Je suis sûr que Ja Morant, il prend son MIP sur son année 3 ou quelque chose comme ça. Et là, je pense qu'à ce moment-là, ça peut vraiment donner pour les Spurs et être vraiment ambitieux. Je pense qu'il faut attendre encore un an du coup. Ouais, bah, je suis d'accord avec énormément de choses que tu viens de dire, Antoine, notamment sur Reza Shea. Je pense que pour le coup, c'est une draft où ça sera possible d'aller chercher le premier ou le deuxième pick par un trade si une équipe vraiment est motivée. Parce que voilà, la draft, il n'y a quand même pas d'assurance. Je trouve que elle est très ouverte. Pour ce qui est de Victor Wembanyama de sa 2e saison, ce qui est intéressant, c'est quand je vois à quel point il a progressé sur la 2e partie de saison par rapport à la première partie de saison, j'ai l'impression qu'il est déjà en train de... Il y a tout un tas de choses qu'il a déjà intégrées. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser l'an prochain, c'est que l'an prochain, on sait que les équipes adverses, même en saison régulière, il y aura un game plan pour essayer de contrer ce qu'il apporte. Et ça va être hyper intéressant, je trouve, de voir quelles sont les manières dont les équipes adverses vont essayer de s'adapter ou de contrer ce que Victor fait très bien, de s'adapter à lui. Et derrière, de voir, lui, sa réaction par rapport à tout ça. Je pense que ça peut aller un peu plus vite peut-être que ce que proposait Antoine. Moi, l'an prochain, je ne serais pas étonné quand même si San Antonio, si c'est la volonté de la franchise, était aux portes du play-in, enfin, était déjà dans ce range-là. Je pense que vraiment, il y a des choses... En fait, cette saison, elle était riche en enseignements pour Victor, pour les Spurs par rapport à Victor, les Spurs par rapport à leur effectif, les limites de l'effectif et le limite potentiel de leurs prospects. J'aimerais bien que San Antonio bouge un peu. Bien sûr, l'idée, c'est pas d'aller gagner l'an prochain, mais je trouverais ça intéressant un petit peu sur ce que disait Antoine, qu'ils aillent essayer de récupérer 1 ou 2 vétérans qui te permettent de passer un premier cap pour qu'à la fin de l'année 2, il puisse y avoir un plan précis, alors pas à court terme, hein, on est d'accord, je pense tous les 3 là-dessus, mais un plan précis sur voilà quelles vont être les étapes prochaines qui nous permettront d'être vraiment ambitieux. Je suis d'accord avec ça répond à la question posée. Si, je pense, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense effectivement qu'il pouvait pas faire beaucoup mieux, même sur les à côté du terrain. Il a réussi à moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était le tourbillon médiatique et l'attention au quotidien de la part des médias. Parce qu'il avait réussi à se préserver un peu de ça lorsqu'il était en France. C'était vraiment des interviews très choisies. Et il arrivait à ne pas être complètement dans la lumière. Et ça, il a plutôt bien géré le tourbillon médiatique et je pense que c'était une de ses plus grandes victoires, à mon avis, cette saison. Et moi, je suis curieux de le voir l'an prochain avec un temps de jeu supérieur sur l'ensemble de la saison, parce qu'on a vu aussi quand il avait grimpé, quand la limitation de temps de jeu avait sauté, même au niveau statistique, c'était encore plus impressionnant. Donc, je suis évidemment très, très optimiste et je pense qu'il y aura, peu importe s'il y a de play-in ou pas, mais il y aura un nombre assez significatif de victoires en plus, je pense et je l'espère. Voilà. Question suivante qui nous est posée par Pauline. Une question où Pauline veut nous parler de WNBA. Ma question est la suivante. Alors, elle nous donne tout un tas de chiffres que je ne vais pas vous donner là, mais qui expliquent qu'il y a un engouement sans précédent pour la WNBA et pour ces joueuses, notamment avec l'arrivée des jeunes joueuses comme Caitlin Clark, Angel Reese et compagnie. Sa question, c'est pourquoi de telles grandes joueuses comme Candace Parker, Sue Bird, Diana Taurasi n'ont pas rallié autant le grand public, comme on peut le voir aujourd'hui avec la nouvelle génération. N'ayant pas suivi la WNBA à l'époque de leur succès, je me posais la question de l'avant Caitlin Clark. Comment les médias traitaient-ils cette ligue? Comment le grand public les percevait pour ne pas se déplacer en masse lors des matchs, alors que c'est le cas aujourd'hui avec les joueuses que j'ai nommées précédemment? Elle nous dit que selon elle, le jeu de Caitlin Clark est une réponse en soi, mais qu'il n'y a pas que ça qui justifie le tel écart entre les deux. Voilà. Alors, je vais commencer du coup rapidement, mais après, on a peut-être chacun des différentes perceptions là-dessus. Mais pour moi, c'est aussi bête que la médiatisation.
Parce qu'à partir du moment où les matchs sont vraiment mis en avant, où il y a les joueuses qui sont mises en avant via des interviews, des documentaires et des trucs comme ça, à partir de là, ça change beaucoup de choses et ça incite aussi les gens à se déplacer à la salle. C'est-à-dire, si Caitlin Clark attire autant de monde, c'est son jeu, c'est clair, mais c'est aussi parce que tout le monde a vu ses matchs, même jusqu'en France, par des moyens qui n'existaient pas à l'époque, c'est-à-dire ne serait-ce que YouTube. À l'époque de Diana Taurasi, qui est Sue Bird, Lauren Jackson, plein d'autres, Liza Leslie, c'était des joueuses qu'on voyait vraiment sur des petits échantillons. On voyait déjà que c'était des joueuses phénoménales, mais il n'y avait pas la même médiatisation, il n'y avait pas même les réseaux sociaux, bêtement. C'est-à-dire qu'il y avait pas, on ne pouvait pas voir la dernière action de Diana Taurasi, le dernier double-double d'un tel, Candace Parker, c'est aussi une joueuse fabuleuse, mais il n'y avait pas le vecteur pour relayer aussi facilement. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, tu mets ces joueuses-là, elles n'ont rien à envier en termes de talent de basket, à part le shoot, les shoots du parking éventuellement, mais elles n'ont rien à envier à Caitlin Clark, et ça aurait été des phénomènes de foire aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'intérêt accru des médias qu'il y a aujourd'hui, je pense. Enfin, moi, c'est mon explication. Je suis complètement d'accord avec toi, et notamment l'accent que tu mets sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était déterminant parce qu'en fait, l'un des aspects positifs, quelque part, des réseaux sociaux, c'est que ça a permis à des gens ou des... Alors, j'aime pas trop le terme de communauté, mais je vais l'utiliser par raccourci, en fait. C'est des ensembles de gens qui n'étaient jamais représentés dans les grands médias généraux, parce qu'on se disait, bah non, ça intéresse personne, donc on va pas en parler parce que ça va intéresser personne. Ça leur a permis de se prendre en main eux-mêmes, de mettre eux-mêmes en avant ce qu'ils font. Je parle autant de mouvements musicaux que pour le coup de basket féminin ou de sport féminin. Et finalement, ça a rencontré un public. Et le fait que ça rencontre un public, plus de gens voient des actions de basket féminin, donc ça donne plus envie aux gens de s'y intéresser, que ça soit homme ou femme, et notamment quand même pour les... Je vais rester sur le basket féminin, pour les jeunes femmes. Moi, j'ai ma fille qui fait du basket, qui s'est découvert une passion pour Paige Bueckers à UConn. Elle se regarde tous les matchs à rebours de UConn dans lesquels il y a Paige Bueckers. Elle suit plusieurs comptes de Paige Bueckers, donc elle voit du basket féminin. Puis en voyant Paige Bueckers, elle va voir Juju Watkins, elle va voir toutes les joueuses NCAA actuelles, ou même les joueuses de WNBA actuelles, et ça n'existait pas avant. Ça existait tout simplement pas, parce que quand il y avait que les gros canaux, on disait non, ça intéresse pas, donc on va pas le montrer. Et derrière, ça peut pas intéresser les gens s'ils savent pas que ça existe, ils savent pas à quoi ça ressemble. Et je pense que vraiment, pour le coup, la médiatisation, bien entendu, mais j'ai l'impression que c'est parti de la base, en fait, et que les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur. Et l'autre truc, on en a parlé à plusieurs reprises, Shai, c'est vrai que ces joueuses, moi je les trouve quand même exemplaires dans l'image qu'elles donnent d'elles-mêmes et qu'elles donnent de leur sport, par leur élocution, leur degré de maturité, leur personnalité. Et ça, il y a un petit peu tout qui s'est combiné, qui fait que cette génération... Et peut-être la génération zéro de la grande médiatisation de la WNBA et du basket féminin. Mais par contre, effectivement, on en parlait, je sais plus, c'était cette semaine avec toi, Shai, on disait, mais allez regarder le CV de Diana Taurasi ou de Sue Bird, mais ni LeBron, ni Stephen Curry, il n'y a personne qui rivalise avec le CV de ces meufs-là, quoi. De ces femmes-là, pardon. Ouais, mais au final, tu sais, comme tout, il y a un avant et un après. C'est à une échelle différente, mais la NBA avant Jordan, bien sûr, il y a déjà un public, il y a des gens qui suivent, donc il y a déjà des superstars, il y a déjà des mecs qui ont été glorifiés. Mais un Julius Erving, s'il était arrivé après Jordan, par exemple, il aurait eu un traitement médiatique complètement différent de celui qu'il a eu à son époque. Il y a eu un moment où les finales, elles passaient en différé. Je veux dire, pourtant, c'est une des ligues majeures des États-Unis, et même la NBA a connu tu vois, il y a eu une explosion de la médiatisation. Alors oui, c'est à une échelle différente parce que la WNBA, il y avait quasiment pas de médiatisation. Et moi, je partage ce que vous avez dit, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en fait, Caitlin Clark, elle a déclenché quelque chose le jour où certains médias se sont rendus compte, mais c'est ultra viral des actions de Caitlin Clark. Et la NBA a surfé dessus. Hein. Le concours de tir organisé entre Steph et Sabrina Ionescu, s'il n'y a pas Caitlin Clark, c'est Double C qui fait ses cartons et qui devient viral, je pense qu'on n'a pas ce concours. Et l'an prochain, ils vont peut-être le réitérer avec en plus Klay Thompson et Clark, justement. Donc, il y a eu tout un truc qui est né. Après, ça rejoint ce que tu as dit, Théo, c'est le plus qui engendre le plus. En fait, ça intéresse les gens. Bon, je vais commencer à en diffuser. Oui, ça marche. Je continue, tu vois. Et au-delà des actions, aussi les gens, je pense, c'est comme une série en fait. La manière dont on suit le sport, c'est un peu comme on suit des séries télé. C'est que tu as besoin de t'attacher à des personnages. Et du coup,
en montrant du basket féminin, en montrant des personnalités du basket féminin, il y a eu, ah bah maintenant je veux suivre Angel Reese. Ah bah je veux suivre Clark, tu vois, je veux suivre un tel, je veux suivre un tel. Bakers, par exemple, tu vois. Et je pense que ça va aller. Au final, c'est pareil pour l'NBA, tu vois, quelque part. Donc, pour la WNBA, ça ne peut que continuer dans ce sens. Je pense que ça va ouvrir beaucoup de portes et tant mieux, franchement, tant mieux. Ouais, ce qui est cool. Pardon, vas-y. Non, juste sur le côté réseaux sociaux, juste pour préciser, c'est bien, ça permet là, avec les réseaux sociaux notamment, d'être au départ de l'aventure, en fait. C'est-à-dire que des joueuses, tu suis depuis leur première saison universitaire quasiment, ou même en high school maintenant. Avant, c'était impossible. Tu voyais, encore une fois, que sur des grands canaux et américains. Tu voyais, Taurasi qui arrivait, elles avaient déjà 23 ans, Taurasi, Bird, Candace Parker. Là, on est au point zéro. Tu vois, ta fille, tu dis qu'elle démarre avec Paige Baker, ce qui est toujours pas en WNBA, hein, et des gens qui ont commencé avec Caitlin Clark, grâce aux réseaux sociaux et à YouTube et compagnie, on peut être plus impliqué, comme ce que disait Antoine, dès le début, et suivre ça comme une série. Tu étais là à la saison 0, et tu vas être là jusqu'à la fin, et ça permet un meilleur suivi du produit, quoi. C'est exactement ça. Et je pense que si Caitlin Clark avait été de la même génération que Diana Taurasi ou encore plus ancien de Lisa Leslie, ça l'aurait pas empêché d'être une grande joueuse, mais jamais il y aurait eu le phénomène qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Et du coup, moi, parfois, c'est vrai que c'est un peu frustrant juste quand tu vois des gens qui débarquent que par ce biais-là et qui s'intéressent pas. Ça fait pareil en NBA d'ailleurs, hein, des gens qui commencent avec un certain joueur et qui prennent pas en considération ce qui s'est passé avant. Donc, bon, ça, c'est une autre question. Mais j'aime bien quand il y a du respect sur les pionniers, les pionnières. C'était des joueuses fantastiques. Taurasi qui joue encore à 42 ans. Sue Bird, c'était une meneuse incroyable. Liza Leslie, bref. On en reparlera un de ces quatre, mais c'est bien qu'il y ait ce nouveau vecteur-là avec les Clark et compagnie, mais il ne faut pas oublier les anciens et les anciennes. Voilà. Question suivante, une question de Phil qui nous dit « J'ai deux petites questions relatives à BS qui peuvent être traitées séparément ou conjointement. D'abord, une question qui peut intéresser les plus jeunes lecteurs et lectrices en quête d'une voie professionnelle. Désolé, trop tard pour Parcoursup. » C'est vrai que là, ça doit être les périodes en plein bac, là, on est d'accord. Ouais. Ça fait longtemps pour nous, mais voilà. Quels sont vos parcours longtemps, putain, 30 piges pour moi, donc ça fait longtemps. Ouais. Voilà. Quels sont vos parcours étudiants et professionnels qui vous ont conduit à être aujourd'hui journaliste sportif et à faire ce que vous faites? On va en savoir plus sur nous, quoi. Voilà. Moi, j'ai su assez tôt que je voulais être journaliste sportif, je pense, et c'est pour ça assez tôt, je devais être au lycée. On m'avait dit, à l'époque, il n'y avait que des écoles, tu ne pouvais pas rentrer dès le lycée, et c'était très sélectif, et du coup, il n'y avait pas encore beaucoup d'écoles privées. On m'avait conseillé, faut faire une fac de droit parce que c'est le plus général. Tu fais une fac de droit et plus tard, tu essayes le CELSA, les machins comme ça. Évidemment, la fac de droit, moi, je suis resté 6 mois. Hein. J'ai vite arrêté. J'ai commencé à bosser. En bossant, j'avais quand même gardé en tête le truc de me dire que donc j'ai fait pas mal de petits boulots. Je travaille à Playmobil Fun Park, notamment pour ceux qui C'est vrai. Énorme. Incroyable. J'ai des anecdotes légendaires sur. J'imagine. Ouais. Mais on les garde pour la late session. On ferait une émission spéciale. Non, mais j'en ai un paquet. Bref. Donc, Playmobil Fun Park, j'ai eu d'autres boulots. Hein. Je travaillais différents trucs, des centres d'appel, etc. Mais je voulais quand même reprendre mes études. J'avais découvert une école privée qui s'appelle l'IEJ, par laquelle je crois est aussi passé Ben, plein de journalistes en fait maintenant, parmi les jeunes qui arrivent, il y en a plein qui viennent de l'IEJ. Donc par contre c'est une école privée, donc ça coûtait une blinde de reprendre dès la première année, mais il y avait moyen de faire une passerelle, c'était un bac+2, tu pouvais reprendre en 3e année, et dans cette école il y avait un master sport, école d'ailleurs, je passe une dédicace, c'est grâce à Babacar, donc de SoFoot notamment, où on remplit le frigo. Je sais que c'était lui qui était dedans. C'est un mec qui a joué avec moi à Massy au basket, et du coup, j'avais suivi ça de loin. Donc, j'ai fallu faire un bac+2. Donc, j'ai choisi un BTS compta-gestion. J'ai uniquement choisi compta-gestion parce que c'était dans mon ancien lycée, donc dans ma ville, en fait. C'était pas tant l'idée d'aller dans mon ancien lycée, c'est juste que c'est dans ma ville, et que je me suis dit, entre 15 minutes à pied et 45 minutes de RER, mon choix, il est vite fait. Je n'ai rien à faire de la matière en question. Donc, j'ai fait ce BTS compta-gestion où j'allais un peu en touriste, mais j'ai réussi à avoir mon BTS compta-gestion. Et à partir de là, j'ai passé les concours pour entrer dans l'école de journalisme à l'IEJ. J'ai eu le concours. Je suis rentré à l'IEJ. Le concours, hein, attention, c'est pas un gros concours. On n'est pas sur le CELSA. Je ne veux pas manquer de respect à l'IEJ, mais bon, c'est une école privée, quoi. Si tu payes, il faut que tu
un minimum, bien sûr, mais je pense que tu rentres assez facilement. Et après, j'ai fait donc cette 4e année sport, et c'est là où il fallait un stage de 6 mois, je crois, ou je sais plus. Ouais, je crois que c'était 6 mois, basket session. Putain. Et voilà. Et La fin de la success story, jusque-là c'était magnifique et tout, il y avait quoi faire une mini-série sur Netflix et puis là le drame. Et là, basket session. Basket session. Ouais, j'étais super content d'avoir mon stage à basket session, blague à part. Super content. On le savait pas au début, mais après on a été content aussi. Et je me souviens encore du premier jour où je suis venu, et c'est toi Théo sur le canapé rouge qui m'a expliqué comment fonctionnait WordPress. Je m'en souviens. Bah oui, je me rappelle très bien. Attention, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de détournement de ça commençait bizarre. Ça commençait bizarre avec le canapé et tout. Ouais, mais attends, non, t'inquiète. Oui, c'est vrai que tu pourrais rajouter qu'il y avait Guillaume derrière nous. Tu vois, ça semblait partir de plus en plus en vrille. Mais non, c'était très correct. C'est pour ça que moi, je faisais majoritairement du télétravail déjà à l'époque. Les histoires de canapé et tout ça. Toi, ouais. Alors vas-y, moi j'ai pas fait d'école de journalisme. Je suis resté très longtemps à la fac pour 2 raisons. La première, c'est que je sais pas ce que je voulais faire. La deuxième, c'est que j'étais sûr que je voulais pas faire mon service militaire, ce qui existait encore à l'époque, et que à l'époque, en fait, tant que tu avais des certificats de scolarité, tu pouvais repousser. Donc j'ai fait de l'histoire, j'ai fait des lettres modernes, j'ai fait de l'anglais, et au moment où j'allais plus pouvoir repousser, Jacques Chirac a eu la bonne idée de supprimer le service militaire. Et c'est là que je suis rentré par le biais d'un stage. J'ai fait un stage, j'avais besoin d'un stage pour ma maîtrise j'étais en anglais, je crois. Oui, en anglais. Une maîtrise que j'ai jamais terminée, mais j'avais besoin d'un stage et j'ai fait un stage chez Basket News, qui était un hebdomadaire de basket, c'est l'ancêtre de Basket Le Mag. Pour ceux qui achètent toujours de la presse, je vous encourage d'ailleurs à continuer à acheter de la presse. Voilà, c'était un stage qui devait durer 3 mois, ça a duré 6 mois, c'est devenu un stage d'1 an. Et après, je me suis dit, bah non, je veux faire ça. Donc, je me suis lancé en tant que pigiste. Pour Basket News, et puis je cherchais des piges à côté, donc j'ai fait pas mal de piges aussi dans des magazines de musique, que ce soit Vibration, une revue qui s'appelait Rap Mag aussi, un magazine que j'ai adoré qui s'appelait Tyler, qui faisait sport et culture. Voilà, et en fait c'est comme ça que j'ai rencontré Julien De Schuitner et Guillaume Laroche, 2 des 4 fondateurs de Rivers, au moment où ils lançaient le premier numéro. On s'est rencontrés, on est de la même génération, ça a vite accroché, ils m'ont proposé à moi de participer au début en tant que pigiste, et au bout d'un moment, il y a l'un des 4 fondateurs, Julien Debove, qui ensuite est parti bosser longtemps pour la FIBA, le 3-3, et maintenant qui travaille pour la FIFA, si je ne me trompe pas. Parti dans le foot. En fait, lui, il voulait quitter la société parce que c'était pas encore assez rémunérateur à l'époque. Il fallait qu'il avance dans sa vie, donc il a laissé sa place, et c'est comme ça qu'ils m'ont proposé de rentrer à plein temps dans l'équipe BS Rivers, et voilà mon parcours à moi. The rest is history. Moi, à la base, je voulais être traducteur ou prof d'anglais. Donc j'ai été à la fac à Paris 8 pour faire une licence en... C'était quoi déjà? LLCE à l'époque. Attends, Paris 8, c'est Saint-Denis. C'est Saint-Denis, on dit Paris 8 pour faire bien, mais c'est Saint-Denis. C'est comme Paris 13 Villetaneuse, tu vois. Voilà. Mais Paris 8 Saint-Denis. Donc j'ai fait 2 ans, et après, j'avais quand même en tête peut-être l'idée de faire du journalisme si j'avais l'opportunité. Il fallait avoir fait au moins 2 ans avant, et je suis rentré à l'EFJ du coup, où j'ai fait 2 ans, et c'était une école privée aussi. Là-bas, j'ai fait des stages notamment sur football.fr parce que j'étais plus spécialisé foot dans un premier temps. En parallèle, j'ai commencé à proposer mes services pour faire des comptes rendus de match parce que j'étais déjà un peu noctambule. Par mail à Julien, j'avais proposé ça. Euphémisme à l'époque, ouais, maintenant on vieillit. Mais, et donc j'ai fait des petits résumés de matchs sur la nuit, des matchs NBA pour Basket Session, tout en lisant Rivers en parallèle. Ensuite, j'ai fait une 2e école, c'était le CFPJ, donc c'était la branche professionnelle du CFJ, où j'étais en alternance pour le site football.fr et sports.fr, tout en continuant de travailler pour Basket Session à côté, mais plutôt en pige. Et puis après, une fois que ça s'est terminé, si je dis pas de bêtises, je suis directement parti à New York, où j'ai fait une année comme correspondant là-bas. Et puis depuis que je suis revenu, full-time Basket Session Rivers. Voilà. The rest is not history, mais voilà. Non, mais
Mais c'est intéressant ces parcours parce qu'en fait, voilà, on ne devient pas journaliste sportif dans le basket pour devenir riche. Ça, faut le savoir. Hein, non, mais c'est vrai, faut le dire, c'est un truc de passionné. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas une seule, il n'y a pas une voie royale en fait pour ce type de niche. En fait, à partir du moment où on est passionné, où on a envie de faire découvrir sa passion et où on a, ouais, un petit peu, alors le terme talent est peut-être un peu surévalué, mais je vais utiliser ce terme-là, ou du moins un goût vraiment, que ce soit, alors pour l'écriture, c'est la presse écrite, pour la présentation, si vous voulez faire des podcasts, bosser à la télé, etc. Voilà, je pense que si on se donne les moyens, on peut trouver son chemin. Ouais, je survalide. On finit par un petit quiz spécial suisse, c'est la deuxième Suisse, notre deuxième intervenant suisse de ce CQFR. Un quiz sur le basket suisse. Ah non, tu vois, non mais c'est. Vous inquiétez, je vais sortir Harold Mrazek, mais après et Thabo Sefolosha, après j'ai plus rien. Ça peut faire peur, mais vous inquiétez pas, c'est assez court et assez simple. C'était pour mettre Bastian, aka Bob the Blond, dans la late session en général. En avant, il nous envoie un petit mail. À nouveau, merci pour le taf. J'essaie de me délecter de tout le contenu que vous proposez, mais vous êtes tellement des hyperactifs qu'il est possible que j'en ai raté quelques miettes. Alors d'abord, il a deux petites questions auxquelles... alors, c'est pas vraiment un quiz, mais il nous demande si on sait qu'un Suisse allait probablement être drafté cette année. Et si oui, qu'est-ce qu'on en sait? Alors, est-ce que déjà vous savez qu'un Suisse va peut-être être drafté cette année? Je vais rebondir. Est-ce que c'est Harold Mrazek? Est-ce que c'est Thabo Sefolosha? Non. Est-ce que c'est Clint Capela? J'en avais un troisième quand même. Non, je sais pas du tout. Moi. C'est pas lui, c'est Keishon George, 20 ans, freshman pour les Miami Hurricanes, qui a grandi à Montaix en Suisse romande avant d'aller jouer 4 ans en France, à Châlons. Moi, j'en ai un peu entendu parler, j'ai vu des articles sur lui. Pardon, mais Châlons, il y a une filière suisse quand même prononcée. Hein, justement, parce que, justement, elle était en train de spoiler le quiz, mais c'est pas putain. grave. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur lui, parce que c'est quand même un assez gros talent, fils de Dion George, ancien joueur américain venu faire le journeyman en Suisse dans les années 2000. Bon plan si t'as pas un gros niveau, mais que tu veux mettre de côté du pèse, expression tirée des mêmes années. Il s'est finalement établi, on peut dire qu'il a un joli retour sur investissement, et donc Keishon George est projeté entre la 20e et 30e place au premier tour. Un poste 2-3, bon shooter, bon balle en main et créateur. On te fait confiance là-dessus. Il nous dit quand même pitié, pas les Wizards en 26, pas ce bourbier s'il vous plaît. Et donc avec ça, il nous propose un très petit quiz en cascade spécial Switzerland. Il n'est pas spécialement nationaliste, mais dans le milieu du basket, c'est pas souvent la fête en Suisse, nous précise-t-il. Donc, quels sont les autres joueurs suisses à avoir foulé un parquet NBA? Spoiler, il n'y en a pas un régiment. Donc, est-ce que vous savez j'en ai sorti deux, Sefolosha et Clint Capela. C'est la bonne réponse. Okay. Thabo Sefolosha, drafté en 2006, et Clint Capela, drafté en 2014. Quel est leur autre point commun? Ils sont passés par Châlons. Voilà. Ils ont tous les trois. Respecte le bus. Allez taper dans YouTube si vous trouvez cette vidéo ou Dailymotion peut-être de l'élan Châlons qui s'appelle Respecte le bus, une campagne dans laquelle vous pourrez voir un gros travail d'acteur de Clint Capela notamment. Et donc ils ont tous les trois, vu qu'on inclut Keishon George qui va sans doute être drafté, ils ont tous les trois joué à Châlons. C'est leur autre point commun avec la nationalité. Pour chacun, savez-vous donc pour Thabo et pour Clint, savez-vous dans quelles équipes NBA ils ont joué? Il y en a 2 pour Clint Capela et il y en a 4 pour Thabo Sefolosha. Est-ce que vous savez me faire leur parcours? Alors Chicago pour Sefolosha, Chicago, OKC, Atlanta, là où il y a eu l'incartade. Et il en manque une alors? Il en manque 2 pour lui. Il en manque 2 pour lui? Il a été sous contrat avec 2 autres équipes. Ah, c'est 5, pardon, j'ai dit 4, c'est 5. Ouais. Okay. Il a été sous contrat avec 2 autres équipes avec lesquelles il a peu ou pas joué. C'est compliqué. Hein. Enfin, c'est pas simple parce on se souvient que de lui à Atlanta après l'histoire avec la police à New York. Il y a Utah, effectivement. Je l'aurais pas trouvé. Pour Capela, je les ai, c'est Houston et Atlanta. Mais... Absolument, ouais. Mais pour Sefolosha, la dernière Boston non, c'était Houston. Ah, j'aurais pas trouvé. Pas facile. Hein. Pas facile. Et enfin, un seul joueur en NBA actuellement a joué au moins 50 matchs avec l'un et l'autre, avec Thabo Sefolosha et Clint Capela. Qui est-ce? Attends, avec l'un et l'autre? Donc il y a un joueur NBA qui a joué au moins 50 matchs avec l'un et l'autre. Donc c'est le joueur qui a le plus joué avec ces 2 joueurs-là en NBA. Bon, c'est quelqu'un d'assez connu, on va dire. Hein. Sinon, ça ne serait pas. Ah non. Pardon. Pour Clint Capela, même qu'on avait interviewé à l'époque, je dirais même que c'était son partenaire de FIFA préféré. On fait des FIFA dans l'avion avec lui. Il a découvert avec surprise que ce joueur-là, cette superstar NBA... Ah non, James Harden. James Harden. Ah, bien vu. C'est bien, le superstar NBA, ça t'a fait passer de Homer Ashik à. Mais j'étais déjà. Enfin, en plus, le pire, c'est que j'étais sur Harden au début. Ouais, c'est James Harden qui a joué au moins 50 matchs avec Thabo Sefolosha et Clint Capela.
Voilà pour ce petit quiz spécial Suisse. On est ravis d'être suivis jusqu'en Suisse. Ça fait Ouais, plaisir. c'est vrai. Bob The Blond qui vient souvent sur la Late Session. Donc n'hésitez pas à faire comme lui. Il y a des passerelles entre la Late Session, les différents podcasts et le site aussi. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. C'était la dernière question du jour, messieurs. Eh ben, c'était top. Merci encore pour le quiz et le quiz et puis le petit start bench cut là, faudra qu'on refasse. Et effectivement, on a pas mal de lecteurs, même de Rivers aussi en Suisse, donc à qui on passe le bonjour au passage. On s'en est mieux sorti que je pensais. Franchement, au début, tu m'as fait un petit peu peur là sur. Ouais, c'est ça. C'était plus un clin d'œil, effectivement. Il y avait moins de détails que sur d'autres quiz, moins de matière. Je vous redonne l'adresse si jamais vous voulez envoyer votre question, cqfr.rivers@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas. Nous, on s'arrête là pour aujourd'hui, mais demain, le Hoop Culture sera disponible, le Hoop Culture avec Théo et Pierre Armand. Demain matin, dimanche matin, c'est sur la chaîne. Et nous, on se retrouve lundi pour un CQFR, nouveau CQFR, où on sera tous les deux avec Shai. On décryptera l'actualité, sans doute les rumeurs. D'ici là, il y aura peut-être des transferts qui seront tombés, qui sait. Donc voilà, restez au rendez-vous. Pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like si vous voulez. Vous pouvez remettre la cloche maintenant, il n'y a plus de spoiler. On peut remettre la cloche, il n'y a plus de spoiler. Et nous, on se retrouve du coup lundi. Bonne journée, bon week-end à tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.